il y a vraiment dans le sommeil à la fois des conséquences immédiates quand on dort mal ou qu'on dort insuffisamment, qui sont la fatigue, la difficulté à réfléchir, les idées qui sont quand même pas très claires. Et puis vous avez des conséquences à long terme, mais qui vont parfois mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour vraiment faire qu'il y a une maladie qui s'installe. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre sommeil aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je reçois le docteur Sylvie Royan-Parola. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil. Vous êtes une des pionnières de la spécialité. Vous avez fondé le réseau Morphée, réseau de santé consacré à la prise en charge des troubles du sommeil. Et vous publiez Notre sommeil, une urgence absolue chez Odile Jacob. Pourquoi est-ce qu'on dit tomber dans les bras de Morphée ? Parce que Morphée, c'était le dieu des songes et effectivement, le sommeil était beaucoup rattaché au rêve pendant très longtemps. Donc tomber dans les bras de Morphée, c'était dormir en fait. Rêver. Ouais. Mais Morphée est un homme. Oui, alors que ça s'écrit avec un E. D'accord. Dans la mythologie grecque. Absolument. Vous avez commencé votre carrière médicale au moment du balbutiement de la médecine du sommeil, une spécialité médicale qui prend son envol en 1975, apprend-on dans votre livre. Et puis en 1976, Christian Guilleminault identifie le syndrome d'apnée du sommeil. Moi, je pensais que c'était super récent, la découverte du syndrome d'apnée du sommeil. Non, ça date quand même d'il y a presque 50 ans maintenant. Mais en revanche, le traitement a mis du temps à marcher en routine et avec surtout des appareils qui sont maintenant miniaturisés, miniaturisés par rapport à ce que c'était auparavant. Donc ça a été une des grandes étapes, en effet, de la médecine du sommeil, parce que la médecine du sommeil, c'était avant tout, au départ, les insomnies. Et du coup, on a vu progressivement se constituer des pathologies avec la découverte la mise en évidence du syndrome des jambes sans repos, la narcolepsie qui était connue déjà depuis beaucoup plus longtemps, et puis complétée après par cette mise en évidence d'un syndrome respiratoire particulier au cours du sommeil, les apnées du sommeil. Vous citez les grands pionniers, Michel Jouvet, Pierre Passeau. Googlez, c'est eux Michel Jouvet a été un personnage tout à fait extraordinaire pour le sommeil, et ce qui est assez amusant, c'est qu'il a découvert le sommeil paradoxal, mais qu'en même temps, aux États-Unis, il y avait une autre équipe qui travaillait sur le sommeil, mais chez l'homme pour le coup, parce que Michel Jouvet s'occupait, c'était un fondamentaliste qui travaillait chez le chat. Et il a fallu quand même quelques années pour qu'il se rende compte que c'était la même chose dont il parlait, parce que les Américains avaient trouvé que pendant ce sommeil, il y avait des mouvements oculaires rapides sous les paupières, très rapides. Et Michel Jouvet, lui, il avait vu qu'il y avait une atonie musculaire, c'est-à-dire une chute du tonus musculaire. Et en fait, c'est le même stade de sommeil qui a été mis en évidence par ces deux équipes. Les consultations pour le sommeil, c'est récent en fait. Oui, les consultations ont commencé dans les années 80, enfin un petit peu avant, mais de façon très très ponctuelle, et ça s'est vraiment plus démocratisé, enfin au sens que ça devient plus accessible depuis les années 90. À quel moment vous décidez de faire des troubles du sommeil votre spécialité ? Très vite. Je ne savais pas que j'allais faire une spécialité des troubles du sommeil, mais je savais que j'allais faire ma thèse sur le sommeil, et parce qu'en fait je travaillais déjà à la faculté au cours de mes études, et je travaillais sur des structures qui étaient impliquées dans le sommeil, et du coup ça m'a passionné d'étudier ça. Et là, la médecine du sommeil dans les années 75, elle était vraiment très très balbutiante. Comme vous le disiez. Ouais. Et du coup, j'ai cherché où je pouvais aller me former, et il n'y avait pas beaucoup d'équipes, mais il y avait une équipe à la Salpêtrière avec le docteur Odile Benoît, avec lequel j'ai commencé vraiment à comprendre ce qu'était le sommeil, ce que c'était les rythmes de sommeil, parce qu'il y a tous les aspects chronobiologiques aussi dans le sommeil qui sont très importants. Et vous dites dans votre livre que finalement le sommeil est encore tellement méconnu. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le sommeil ?
Maintenant, avec les scanners, les neurosciences, toutes ces choses qui sont censées aller à l'intérieur de notre cerveau, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le sommeil ? En fait, pendant très très longtemps, on avait bien compris que le sommeil, ça servait à se reposer. Mais on disait que ça servait à rien. Oui, en tout cas que c'était juste d'être en forme. Donc on ne saisissait absolument pas la dimension multidimensionnelle du sommeil et mieux que ça, l'homme endormi, c'est celui qui va permettre à l'homme réveillé de se reconstituer, de travailler sur la mémoire, de classer ses souvenirs, de réguler son poids, de réguler sa respiration, son cœur, et même d'éviter des processus de détérioration, comme la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, ça, on ne le savait pas. Et ça n'a été découvert que depuis les années 95-2000, où on s'est rendu compte que pendant le sommeil, en fait, il y avait tout un travail qui se faisait. Et ça a changé complètement notre regard sur le sommeil. Ce que vous appelez le travail du sommeil. Ouais. Voilà. C'est quoi son travail au sommeil alors ? C'est quoi son boulot ? C'est comme, si on prend une image un peu, c'est comme quand vous avez un ordinateur qui fonctionne, il y a un moment donné, il faut le nettoyer, il faut le bichonner, il faut tout accéder au disque dur et le défragmenter. Notre sommeil, en fait, il fait ça toutes les nuits. Et il a besoin d'un temps incompressible pour pouvoir faire ça. Et si on ne le fait pas, évidemment, on va être dans une situation où il va y avoir des manques qui ne se sentent pas tout de suite. Je disais tout à l'heure que le sommeil va jouer sur, par exemple, le métabolisme et sur le poids. Si vous êtes en privation de sommeil, vous allez avoir des sécrétions hormonales qui ne vont pas se faire de la même façon que si vous dormez suffisamment. Et du coup, au bout d'un certain temps, vous allez voir que vous prenez du poids. Alors, c'est vrai qu'on prend tous du poids, ou à peu près, avec l'âge, mais il y a vraiment, en fait, dans le sommeil, à la fois des conséquences immédiates, quand on dort mal ou qu'on dort insuffisamment le lendemain, qui sont la fatigue, la difficulté à réfléchir, les idées qui sont quand même pas très claires, et l'incapacité à se fixer sur une tâche qui demande des compétences, je dirais, cognitives et intellectuelles. Et puis vous avez des conséquences à long terme, mais qui vont parfois mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour vraiment faire qu'il y a une maladie qui s'installe, comme un diabète, comme une maladie d'Alzheimer, comme une obésité qui apparaît, ou des accidents cardiovasculaires. Donc c'est ça qui est assez fascinant, c'est que le sommeil, c'est pas simplement une fonction, c'est pas non plus qu'un état, c'est une part de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a l'homme endormi et l'homme éveillé qui forment un tout complémentaire. Alors l'homme éveillé, il est éveillé le jour et il dort la nuit. Pour être au mieux, oui. Oui, c'est ça. Enfin, nous, on est réglés comme ça. Voilà, on est des êtres qui ne voient rien. Voilà, comme on ne voit rien la nuit, en fait, toute notre physiologie est construite pour qu'on fonctionne en étant réveillé dans la journée et endormi la nuit. Alors, votre livre est à la fois un livre d'histoire. Un petit peu. Oui, vous vous intéressez à l'histoire du sommeil. Par exemple, on apprend qu'au Moyen-Âge, notre ancêtre dormait biphasiquement. Il avait 2 phases de sommeil. La nuit était découpée en 2. Oui, je pense que c'était plutôt chez les gens riches que ça pouvait se faire comme ça, parce que il fallait pouvoir passer beaucoup de temps au lit. Je pense que dans les populations qui étaient beaucoup plus asservies à cette époque-là, il y avait quand même des serfs et des gens qui travaillaient beaucoup. Je pense que leur sommeil n'était pas biphasique. Ils devaient s'écrouler comme tout le monde à 11h ou minuit et se réveiller à 6h du matin parce qu'ils étaient appelés par tout le monde. Mais si tard que ça, parce qu'il n'y avait pas de lumière à l'époque. Oui, mais ils travaillaient à la bougie. Enfin, il y en avait certains qui travaillaient à la bougie ou avec des torches, dans des métiers extrêmement pénibles. Et en revanche, dans des milieux beaucoup plus favorisés, pas l'électricité, mais l'éclairage coûtait cher. Donc du coup, on se couchait quand même assez tôt, sauf quand il y avait des fêtes. Et là, si on se couche à 21h ou 22h et qu'on se lève à 7h ou 8h,
ça fait beaucoup de temps passé au lit et du coup le sommeil se coupe en deux. Avec une première partie de sommeil et une seconde partie après un éveil d'1 ou 2 heures. Oui, ça fait une nuit de 10 heures. Si on se couche à 21h et qu'on se lève à 7 heures, ça fait une nuit de 10 heures. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil. Ça existe, hein, mais la plupart ont besoin de 7 heures, 8 heures, enfin à l'âge adulte, j'entends. Alors la question qui tue en consultation, c'est docteur, de combien d'heures de sommeil ai-je besoin ? Oui, c'est souvent les gens s'interrogent et ils ont raison de s'interroger parce qu'il n'y a aucune éducation, aucun enseignement sur le sommeil depuis qu'on est petit. En fait, je suppose qu'on vous a jamais parlé du sommeil, de comment ça devait s'organiser. Les mamans, elles sortent de la maternité avec leur petit bout de chou sans savoir exactement comment ça va s'organiser, comment il va dormir. Alors que le sommeil du bébé, il est très très spécifique, et le sommeil de l'enfant aussi. Et le sommeil évolue avec l'âge, et les besoins de sommeil évoluent avec l'âge. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Donc après, on fait comme on peut. Et il y a des gens qui sont convaincus qu'ils doivent dormir beaucoup, d'autres qui s'étonnent de dormir aussi peu. Et là, il y a un petit test en fait qu'on peut faire, qui est que si on se met en situation où on est complètement libre, ou enfin assez libre d'organiser son temps, c'est-à-dire c'est souvent en vacances, mais ça ne sera pas des vacances avec des petits-enfants, parce que ça vous ne pouvez pas dormir. Les enfants vous réveillent. Voilà. Si c'est un voyage organisé, là non plus, vous n'êtes pas libre de vos horaires. Donc bref, mettons que vous ayez quand même du temps vraiment que vous pouvez organiser vous-même. En général, votre sommeil va prendre une allure de croisière où vous allez vous coucher plutôt à l'heure qui vous convient et vous réveiller à l'heure qui vous convient. Et si vous regardez à ce moment-là 2 choses, est-ce que vous vous couchez plutôt tôt dans ces moments-là et vous vous levez tôt, ou est-ce que vous vous couchez beaucoup plus tard et vous vous levez beaucoup plus tard? Dans un cas, vous êtes plutôt du matin, dans l'autre cas, vous êtes plutôt du soir. Et puis la deuxième chose, ça vous donne une idée de la durée de votre sommeil optimal. Une durée, je dirais, maximale de sommeil optimal, sachant qu'en période de travail, comme il y a quand même le stress du travail, on dort plutôt 1 heure, 1 heure et demie en moins par rapport à ce temps-là. Donc du coup, on peut arriver à avoir une idée un peu des besoins de sommeil que l'on a en situation où on n'est pas du tout stressé. Donc il n'y a pas de réponse à cette question. De non, combien d'heures de sommeil ai-je besoin pour être Il y a des différences, et il y a des courts dormeurs, des gens qui dorment 5 heures, en dessous de 6 heures en tout cas. Il y en a même qui dorment que 4 heures par nuit, mais spontanément. Pas quelqu'un qui se met en privation de sommeil parce qu'il est hyper speedé, hyper occupé. Vous citez notre président de la République, pour ne pas le nommer. Voilà. Et puis, vous avez des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil. Et physiologiquement, quand vous avez besoin de 10 heures ou 11 heures même de sommeil par nuit, c'est pas du tout facile à caser dans un emploi du temps de quelqu'un qui travaille, notamment à Paris où vous pouvez avoir 2 ou 3 heures de transport par jour. Et pourtant, c'est le besoin de sommeil dont aura besoin cette personne-là. Heureux les gens qui dorment, en tout cas qui peuvent s'endormir quand ils veulent, en tout cas qui ne traînent pas toute la nuit et qui ruminent, c'est pas la chance que vous avez. On parle de sommeil ce matin avec mon invité, le docteur Sylvie Royan-Parola, qui est psychiatre et médecin du sommeil et qui publie Notre sommeil, une urgence absolue chez Odile Jacob. Montrez votre livre à la caméra, puisque l'émission est filmée. J'ai appris dans votre livre que les canards ne dormaient que d'un œil et qu'ils alternaient les yeux. Ça, j'adore. Comment ils font ça ? Écoutez, c'est un moyen pour eux d'adaptation où effectivement, quand ils sont à plusieurs, ils se mettent ils dorment alors il y en a qui dorment complètement, qui ferment les 2 yeux, mais ceux qui sont autour du cercle où sont les canards ont le sommeil le plus léger, et du coup ils restent avec un œil, l'œil externe qui est ouvert pour regarder s'il y a un danger qui arrive. Et alors soit ils sont complètement éveillés, ce qui peut arriver, soit ils dorment que d'un œil, alors qu'au milieu il y aura les canards qui dorment complètement. Qu'est-ce que l'étude des animaux nous apprend sur le sommeil ?
notre sommeil à nous? Ça nous apprend déjà que le sommeil va nous permettre... Enfin, il y a des conditions de sommeil qui sont particulières, il y a des rituels d'endormissement. Par exemple, le chien, il va tourner en rond avant de se coucher et de s'endormir. C'est un gros dormeur, le chien. Et ça dépend. Si son maître bouge peu, oui, il va être très gros dormeur. Mais s'il a un maître qui arpente la forêt toute la journée, il va dormir peu. Mais il va dormir à peu près en même temps que son maître. Les chats, par contre, dorment énormément. Sauf quand il y a la période de pleine lune et des amours, où là, ils s'en vont. Et ils dorment très, très, très peu à ce moment-là. Les mouches, comment on sait comment les mouches dorment? Alors, les mouches, ça, c'était amusant parce que, en fait, on n'imagine pas qu'il y ait du sommeil chez la mouche. Et en fait, les chercheurs ont identifié un état de repos qui est assimilable à l'état de sommeil, et notamment chez les mouches, quand les mouches sont immobiles la nuit et qu'elles ne bougent pas, vous allez avoir des mouches qui vont dormir un certain temps. Et c'est très très intéressant, une mouche, parce que ça se reproduit très très vite, donc c'est un modèle génétique absolument fascinant. Et du coup, on a sélectionné des mouches qui semblaient dormir peu, d'autres qui dormaient plutôt beaucoup, et on a pu mettre en évidence des gènes qui codaient la durée du sommeil, de même qu'on a distingué des mouches du matin et des mouches du soir. Donc je trouvais ça assez drôle. Ce que je trouve moins drôle, c'est qu'on partage 50% de nos gènes avec la mouche. Ça me gêne un peu, mais c'est comme ça. Pourquoi? On a 50% les mêmes gènes que la mouche. Ressemble à une mouche, ça me plaît pas. Ah oui, bon, si vous voulez, on peut en parler. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je comprends votre point de vue. Le lion, gros dormeur? Oui, il est tranquille, le lion, parce qu'il est, en fait, il est très serein en termes de danger. C'est lui qui risque d'être l'agresseur, mais par contre, il y a assez peu d'animaux dans la savane qui vont l'agresser. Donc du coup, il peut avoir un sommeil qui est extrêmement long et continu, alors que la petite gazelle qui est à côté, pas très loin, quand vous voyez un peu ce qui se passe, les gazelles, elles sont à côté en troupeau. Eh bien, les gazelles, elles restent sur le qui-vive et elles dorment que par fraction de 15-20 minutes, avec, un peu comme pour les canards, des systèmes de protection, c'est-à-dire qu'elles se mettent en cercle. Celles qui sont au milieu dorment profondément et celles qui sont sur la périphérie gardent en quelque sorte. Et elles changent comme ça pour pouvoir dormir. Elles font des rondes en fait, elles font des tours de garde. Voilà, tout à fait. Incroyable ça. Mais il y a une notion dans le sommeil de sécurité qui est très très importante. Si on est dans une situation d'insécurité, quelle qu'en soit la raison, le sommeil va être difficile à maintenir sur une longue période. On aura un sommeil extrêmement fractionné. Prenez l'exemple d'un de vos collègues qui dormait sur les bancs des parcs. Alors c'est pas un collègue, c'était quand j'étais à l'hôpital. Non, quand j'étais à l'hôpital Laennec, il y avait un clodo qui était venu me consulter. Et en fait, il avait un rythme totalement inversé parce que pour dormir, le seul moyen qu'il avait trouvé pour être en sécurité, c'était de dormir le jour et de dormir dans les parcs qui étaient à côté. Parce que là, au moins, personne ne lui tapait dessus. Alors que la nuit, il se faisait agresser. C'était pas possible d'être en sécurité. On a parlé beaucoup d'animaux qui dorment couchés, mais par exemple la girafe, elle dort comment? Alors la girafe, elle dort en partie debout, elle peut se coucher quand même, mais elle dort surtout en équilibre. Et du coup, le sommeil léger est fait quand elle est debout, et puis le sommeil paradoxal, parce qu'elle en a, ça va être plutôt quand elle est couchée. Alors, longtemps, on a cru que le cerveau se reposait toute la nuit, qu'il ne faisait rien pendant la nuit. Mais en fait, le cerveau, lui aussi, travaille. On a parlé tout à l'heure des activités de régénération de l'organisme, mais le cerveau aussi, lui, fait le ménage. Oui. Alors, il y a eu une très belle étude qui a été faite par des chercheurs néerlandais qui ont montré que, en fait, pendant la nuit, le cerveau est en proie à des courants liquidiens. Alors, le liquide céphalorachidien, ça baigne le cerveau un peu, dans sa totalité. Et on s'est rendu compte que par des techniques d'imagerie, on voyait vraiment comme un courant
de liquide qui passait. Et en fait, en analysant le liquide céphalorachidien, on s'est rendu compte qu'il y avait après ça une libération de toutes les substances qui accrochaient sur les neurones, les substances amyloïdes qui viennent étouffer un peu les neurones et qui viennent provoquer la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, pendant la nuit et quand on dort profondément, eh bien, ce lavage neuronal va permettre à notre cerveau de se régénérer. Question qui revient souvent, est-ce qu'on peut ne dormir bien que la nuit ? Et ça, parce qu'il y a des gens qui sont en horaire décalé, qui sont obligés de dormir pendant la journée. Alors, oui et non, c'est-à-dire on dort mieux la nuit, mais on peut dormir dans des rythmes différents, notamment décalé plus tard ou avec un sommeil avec une partie la nuit et une partie en sieste. Mais le problème des horaires décalés, c'est que ça va entraîner des ruptures de rythme. C'est-à-dire que c'est rare que la personne soit complètement inversée, ne devant travailler que la nuit et se reposer le jour, parce que de toute manière, il va y avoir les week-ends, il va y avoir les vacances, où elle va prendre son rythme, elle va reprendre un rythme de jour, enfin essayer de reprendre un rythme de jour, ou parce que la famille, s'il y a une famille, eh bien évidemment, ce sera important de se retrouver le week-end avec la famille, et en vacances également. Et en fait, cette rupture de rythme fait qu'il n'y a jamais une stabilisation du sommeil dans un nouveau rythme, même inversé. Et ça, c'est en fait très mauvais, parce que le sommeil a besoin non seulement d'un respect d'une durée, mais aussi du respect d'un rythme régulier. Et un des inconvénients et un des problèmes du sommeil, du travail, que ce soit en nocturne ou travail en 3 nuits, c'est que ça n'arrête pas de bouger. Alors vous avez, je cite dans mon livre le rythme d'un monsieur qui travaillait à la RATP et qui était sur un poste où en fait on le prévenait au dernier moment pour savoir quand est-ce qu'il allait travailler. Et ça c'est le pire de tout, c'est un stress énorme et en fait il n'y avait aucune routine, donc c'est très très fatigant pour l'organisme. Le sommeil aime la routine, ça veut dire que peu importe le moment où on dort, il faudrait dormir toujours de la même façon, au même moment. Voilà. Tout à fait. La notion de rythme est très importante et avec un plus quand même si on est en phase avec l'éclairement naturel qui dépend de notre soleil et donc de la rotation de la Terre autour d'elle-même. Bon, ceci dit, quand on est en horaire décalé, on rentre chez soi, le jour se lève. Voilà. Donc c'est plus du tout le temps de dormir. Vous dites que pour construire notre sommeil, il faut 2 moteurs, le processus S et le processus C. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est grâce à des travaux, la modélisation d'un monsieur qui s'appelle Alexander Borbani, qui a vraiment testé comment fonctionnait en fait le sommeil si on regarde à la fois le mécanisme C qui est un mécanisme rythmique des cycles. Alors, parce qu'effectivement, le sommeil a ce côté cyclique. On s'endort à peu près toujours à la même heure, on se réveille à peu près toujours à la même heure. Et en fait, ce rythme est vraiment sous-tendu par l'effet de la lumière sur notre œil, bien sûr, mais après sur notre cerveau. Et il nous cale dans une certaine fenêtre, disons, de sommeil possible, ou en tout cas privilégiée, et qui va être plutôt la nuit. Le deuxième facteur, le facteur S comme sleep ou sommeil, c'est un facteur cumulatif, c'est-à-dire plus on se réveille, plus on est réveillé longtemps depuis le matin, plus il va y avoir un niveau d'accumulation de substances de sommeil qui vont être derrière la porte pour pousser et faire qu'on a envie de s'endormir. Et en fait, le sommeil va vraiment s'établir au mieux quand il y aura la meilleure conjonction possible entre le rythme qui est privilégié pour le sommeil et cette pression de sommeil. Et le rythme privilégié du sommeil, c'est qu'en fait, ce facteur cyclique qui existe va suivre un peu la courbe de température du corps
Et notre température du corps, si un jour ça vous amuse de prendre votre température toutes les demi-heures, vous allez voir qu'elle n'est pas à 37 tout le temps, en réalité. Elle va être très basse la nuit, vers 3, 4, 5 heures du matin. Puis après, elle va monter juste avant l'endormissement, mettons à 7 heures. Et puis après, elle va monter pour atteindre vers 15, 16 heures un plateau qui va continuer jusqu'au moment où, un peu avant l'endormissement, on va voir que la courbe de température baisse. C'est-à-dire qu'il faut... Le moment optimal au point de vue du rythme pour s'endormir, c'est quand la température baisse. Et ça, on le sent. Quand on a sommeil, par exemple, le soir, un des éléments qu'on va pouvoir percevoir, c'est qu'on commence à avoir un peu froid. Et quand on commence à avoir un peu froid, là, c'est sûr que c'est la température qui baisse et qu'on est vraiment dans le meilleur alignement des planètes, si je puis dire, pour aller se coucher. Ouais. D'ailleurs, vous parlez de ce carrefour, la 3-5 heures. Alors, c'est le moment où on meurt le plus. Pourquoi c'est le moment où on meurt le plus ? Il y a une fragilité de l'organisme plus importante, probablement parce qu'il y a beaucoup de sommeil paradoxal, et que le sommeil paradoxal est un sommeil où la respiration est irrégulière, où le cœur est irrégulier, et la température est basse aussi, donc on est probablement dans un moment vulnérable en fait. Ah ouais. Alors il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'endormir et de mourir pendant leur sommeil, mais c'est au petit matin en fait que c'est surtout que c'est un carrefour périphérique plus risqué, et c'est le moment où on a le plus d'accidents de voiture aussi. Oui, absolument. C'est effectivement sur la route, on a beaucoup de mal à rester réveillé entre 3h et 5h du matin, et là les gros accidents de cars souvent, de camions, etc., c'est à cette heure-là. Et on parle de sommeil ce matin avec le docteur Sylvie Royan-Parola qui publie Notre sommeil, une urgence absolue chez Odile Jacob. Et c'est difficile de lutter contre le sommeil quand la température baisse, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, donc c'est normal de piquer du nez et de lutter, d'avoir ce sentiment de perdre le contrôle vers 3h du matin. Ah oui, tout à fait, oui. Notamment en voiture, c'est le moment qui est vraiment le plus difficile. Mais même chez les gens qui travaillent la nuit, c'est souvent un cap où la tension est beaucoup plus complexe. Et enfin, tenir une attention soutenue est complexe. Et c'est aussi un moment, où on peut avoir des difficultés si on fait des tâches qui sont, par exemple, un aiguilleur du ciel, ou bien quelqu'un qui doit faire face à des alarmes. C'est un moment où on peut vraiment rater des choses parce que, en fait, on voit moins bien, on est moins réveillé et on est moins réactif. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil. Il y a quelque chose qui existe qu'on appelle le chronotype. Comment savoir quel est notre chronotype ? Déjà, simplement, quand on va vraiment avoir des habitudes, ou que ce soit pendant les vacances ou que ce soit pendant le travail, on va se coucher tôt et on se réveille tôt. Ça, c'est un indicateur pour être plutôt du matin. En revanche, quand on se décale systématiquement beaucoup les vacances, qu'on se couche à 1h du matin, qu'on se réveille à 10h, 11h, parfois plus, mais vraiment systématiquement, là, quand même, probablement, on est du soir. Et puis, vous avez des questionnaires de matinalité et de vespéralité, dont il y en a un sur... Vespéralité. Oui, sur le site du réseau Morphée. C'est quoi la vespéralité ? Vespéral, ça veut dire du soir, tout simplement. Ah, ça veut dire du soir, d'accord. Oui. On peut remplir ces questionnaires et ça vous donnera une indication. Et après, il y a des scores qui font que ça nous dit vous êtes plutôt du matin, vous êtes plutôt du soir. Et qu'est-ce qui fait qu'on est plutôt du matin ou du soir ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on hérite de ses parents ? Parce que souvent dans les familles, vous avez des familles de leftards et des familles de leftos. Alors, il y a une dimension génétique, c'est vrai. Après, il y a une évolution au cours de la vie, c'est-à-dire que les enfants sont plutôt couchent tôt, lèvent tôt, enfin, ils sont réveillés tôt en tout cas. Les adolescents vont plutôt avoir tendance à se décaler, se coucher plus tard et se lever plus tard. Et puis, plus on vieillit, plus on va devenir un peu plus du matin. Mais ça, c'est les tendances globales dans les horaires pour un individu. Mais globalement, vous pouvez avoir aussi des gens extrêmes du matin qui sont vraiment très couche-tôt, lève-tôt.
et des gens extrêmes du soir, au point que ça peut, si leur activité dans la journée est vraiment à contre-courant par rapport à leur typologie de sommeil, ça peut réellement poser problème, hein. Si vous devez être tous les matins à 8 heures dans un poste alors que vous êtes du soir, vous allez être en souffrance toute votre vie. Et inversement, si vous êtes du matin et que vous devez avoir un poste qui va se terminer à 11h ou minuit tous les soirs, ça va être compliqué. Autant faut-il le savoir, hein. Voilà, avant de choisir la vie qui va avec. Bon. Oui, on ne choisit pas toujours la vie qui va avec, mais en fait, il y a des choses où si on a le choix, en tout cas, c'est important de savoir un peu quel dormeur on est, c'est-à-dire est-ce qu'on est un court dormeur, est-ce qu'on est un long dormeur, est-ce qu'on est du matin, est-ce qu'on est du soir. Déjà, quand on sait ça, on malmène beaucoup moins son sommeil. Qu'est-ce qui a, alors avec du recul, presque 50 ans, qu'est-ce qui a changé dans le traitement des insomnies aujourd'hui par rapport à quand vous avez commencé? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment sur les insomnies? Alors, en fait, l'insomnie, on a de plus en plus compris que c'était en réalité une vraie maladie. Et maintenant, dans notre classification des troubles du sommeil, ce n'est plus un symptôme de quelque chose, c'est vraiment une maladie en part entière, avec des mécanismes, et c'est surtout sur les mécanismes qu'on a progressé, parce qu'en fait, dans les mécanismes, on se rend compte qu'il y a des facteurs déclenchants, mais après, il y a des facteurs d'entretien, et les facteurs d'entretien, c'est toute la stratégie, finalement, que va mettre en place la personne pour essayer de dormir. Et là, c'est compliqué, parce qu'en fait, l'insomniaque, il va avoir en fait de très mauvais réflexes quand il dort pas, et il va faire tout l'inverse de ce qu'il faudrait pour arriver à retrouver un sommeil qui soit correct. Exemple, dormir plus le matin quand on a mal dormi la nuit. Voilà, on se dit, bah non, je peux rester au lit, donc je vais dormir jusqu'à 9h, etc. Du coup, on se décale. Le soir d'après, c'est encore plus catastrophique. Ou autre version, on dort mal et on se dit, il faut vraiment que je dorme. Donc le soir, on va se coucher plus tôt en se disant, ce sera toujours ça de gagner. Mais on se met à ce moment-là dans une situation où on va encore moins pouvoir s'endormir, donc plus encore s'énerver dans son lit et aggraver en fait l'insomnie. Donc ça, c'est des choses qu'on a vraiment compris maintenant, au point qu'il y a des thérapies qui ont été mises en place et qui sont des thérapies cognitivo-comportementales, où il y a un vrai travail qui est fait avec le patient pour modifier ses habitudes, modifier ses croyances. Donc c'est une forme de psychothérapie assez courte, enfin ça dure 6-8 séances, mais il faut que les gens aient envie de le faire, pas toujours le cas. Il faut que ce soit accessible, et ça ne l'est pas toujours parce que vous n'avez pas des thérapeutes comportementaux et cognitivistes partout, en France j'entends. Et puis, c'est comme souvent fait par des psychologues, c'est pas nécessairement remboursé. Ah ben non. Donc voilà. Alors maintenant, il y a un petit effort sur un petit début de remboursement, et les mutuelles aussi aident quand même. Chez les psychologues ou dans les pathologies du sommeil? Non, chez les psychologues, mais même pour les pathologies du sommeil, quand il y a besoin d'un psychologue. Il faut trouver un psychologue conventionné. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est vraiment pas facile. Alors reste après, quand ça c'est pas possible, ou en tout cas quand il y a une période où c'est plus compliqué parce que on est très très angoissé, très mal, etc. Les médicaments ont une place dans les thérapies de l'insomnie, mais ça va être intéressant sur de courtes périodes. La courte période allant souvent au-delà des 28 jours théoriques. Quand on regarde en fait l'utilisation des somnifères, on voit que les gens, c'est plutôt entre 3 et 5 mois qu'ils l'utilisent pour passer une mauvaise période. Mais enfin, en tout cas, après au-delà, ça n'a pas d'intérêt de prendre quelque chose tout le temps, sauf s'il y a d'autres pathologies associées, je dirais des pathologies neurologiques, certaines pathologies psychiatriques, où il va falloir quand même avoir un traitement pour dormir. Mais sinon, dans l'insomnie maladie simple, ce ne sont pas des traitements qu'on va continuer au long cours. Mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est que les médecins soient formés vraiment à l'insomnie maintenant,
parce qu'ils n'ont que 3 heures de cours au cours de toutes leurs études de médecine qui durent 10 ans, et le sommeil c'est le tiers de notre vie, et on apprend le sommeil sur 3 heures de cours, ce qui est absolument fou. Et 20% de nos co-religionnaires se plaignent de la qualité de leur sommeil. C'est ce qui est beaucoup. Et en fait, en apprenant et en connaissant les règles d'organisation du sommeil, il y a déjà toute une série de consignes qu'on peut donner aux patients pour arriver à le faire changer par rapport à son sommeil, même si on va pas jusqu'à des thérapies cognitivo-comportementales qui sont un programme, je dirais, un peu complet. Mais ça, malheureusement, pour l'instant, Alors quoi comme conseil? Par exemple, pour les insomniaques? Pour les insomniaques, si vous voulez, une des techniques qui marche le mieux, c'est de voir quel est le temps de sommeil que l'on fait réellement ou que l'on estime réellement avoir fait depuis 3 semaines ou 1 mois, en tenant un agenda du sommeil. Et si on voit que on dort que 4-5 heures alors qu'on est couché une dizaine d'heures dans son lit, eh bien il faut restreindre le temps de sommeil à 6 heures par nuit tous les soirs. On choisit la fenêtre horaire du sommeil, parce que ça va être 23h, 5h, minuit, 6h, etc. On fait ça pendant 15 jours, 3 semaines, et là on voit que le sommeil, tout d'un coup, enfin, il y a vraiment une autorégulation qui se fait, et le sommeil devient beaucoup plus facile à obtenir, il y a moins d'éveil dans la nuit, les éveils disparaissent, et après on peut réallonger un peu le temps de sommeil pour arriver à 7 heures, si on a besoin de 7 heures, ou après même un peu plus. Mais des choses comme ça, en fait, c'est à la fois simple, mais en fait très compliqué à mettre en place, parce que les gens ont très peur de le faire. Ils ont aussi très peur de ne pas y arriver complètement. Et c'est comme tout changement de comportement, c'est probablement une des choses les plus difficiles dans l'organisation de la vie, que de, bien sûr, prendre un comprimé. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas il y a des nouvelles classes de somnifères, ce qu'on appelle les somnifères, aujourd'hui. Alors, ou pas encore? Oui, pendant très très longtemps, il n'y a eu que les benzodiazépines et les barbituriques. Enfin, les barbituriques, ils sont partis, non pas à la poubelle, mais presque, parce que c'était des produits vraiment dangereux. Les benzodiazépines continuent à être prescrites, bien sûr, et les apparentés. Mais par contre, il y a une nouvelle classe qui est sortie, alors déjà depuis quelques années aux États-Unis, mais qui vient d'arriver en France parce qu'on n'avait pas ce style de produit. Donc c'est depuis mars qu'on appelle les produits, les DORA, c'est-à-dire c'est des produits qui vont inhiber, stopper, bloquer l'orexine. Et l'orexine, c'est une hormone d'éveil. Oui, je vous disais tout à l'heure, on va parler de l'orexine, mais c'est ça fonctionne comme ça. Voilà. Mais l'orexine, elle est sécrétée par ceux qui, finalement, dorment trop. Non, justement, il n'y en a pas chez ceux qui dorment trop. Enfin, dans les narcolepsies, dans certaines formes de narcolepsie, ils ont un déficit en orexine. Et c'est comme ça qu'on a découvert cette hormone. Et cette hormone, en fait, si on la bloque, on va avoir à ce moment-là, au contraire, on bloque l'éveil, donc on produit, entre guillemets, du sommeil. Parce que l'insomnie s'entretient, en fait, c'est un cercle vicieux, voilà. L'insomnie. Oui, mais c'est vraiment une maladie chronique, c'est-à-dire que si les gens ont retrouvé un sommeil satisfaisant, s'ils se retrouvent de nouveau dans une situation un peu de stress ou des événements de vie un peu compliqués, eh bien souvent l'insomnie repart à fond la caisse. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du marché de la santé du sommeil, avec l'explosion des objets connectés, des applications, des montres, des bijoux, des bandeaux? C'est un marché en pleine évolution, et il y a vraiment, ça reste pour l'instant du gadget. Ce qu'il faut le savoir, c'est-à-dire que tout ce que vous promettent ces petits appareils qui vous disent que vous faites tant de sommeil profond, que vous avez tant d'éveil, etc., ce n'est pas exact. Et souvent, on commence à avoir des gens qui arrivent en consultation en disant « mais j'ai pas de sommeil profond, il y a ma montre qui m'a dit ça ». Là, je peux les rassurer, la montre ne sait pas encore dire mesurer, correctement, voilà. Ouais. Et puis même après, c'est en fonction d'un contexte.
Donc il y a un gros marché qui est derrière, avec des choses qui sont quand même assez folkloriques, hein, donc comme proposition d'objets. Mais à côté de ça, il va y avoir une vraie évolution dans la technologie, parce qu'on va y arriver à mesurer des paramètres comme le sommeil, et qui seront probablement chez la personne en bonne santé, je dirais, des éléments qui vont permettre de surveiller en fait la santé, et cumulés à d'autres vont permettre de modifier des comportements, des habitudes, ou faire attention à certains points, et ça, ce sera intéressant. Docteur Sylvie Royan-Parola, je rappelle que votre livre s'appelle Notre sommeil, une urgence absolue. L'éditeur, c'est Odile Jacob. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Faut le montrer, la caméra. Montrez-le, allez-y, profitez-en. Voilà, en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est passionnant, vous êtes passionnante. Merci. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.